Je vais prendre la parole de nouveau au nom de l'éditeur qui a fait l'enregistrement de ce livre, Audiolib. Ce livre est paru aux éditions J.C. Lattès. Il s'appelle Les Quatre d'Agatha Christie. Il a été traduit de l'anglais par Marie-France Franck. Dans ce livre, on parle de meurtre. Commissaire Laurence, dans la série Les Petits Meurtres d'Agatha Christie, lecteur de la plupart des romans de la Reine du Crime chez Audiolib, Samuel Labarthe a développé un art pour tenir spectatrices et spectateurs, audiolectrices et audiolecteurs en haleine. Il nous fait aujourd'hui le plaisir de nous lire le premier chapitre de Les Quatre, roman policier dans lequel Hercule Poirot enquête sur un complot maléfique ourdi par un quatuor criminel. On vous souhaite une belle écoute et de bons frissons. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? C'est merveilleux. Pardon, j'ai un peu pris froid, j'espère que ça va aller. Premier chapitre, l'hôte imprévu. Je connais des gens qui adorent traverser la Manche. Des gens capables, à l'arrivée, de rester dans leur transat en attendant que le bateau ait jeté l'ancre, puis de rassembler leurs bagages sans panique avant de débarquer. Moi, je suis à tout jamais privé de cette belle impassibilité. Sitôt à bord, je me mets à tourner en rond, trouvant le temps trop court pour entreprendre quoi que ce soit. Je déplace sans arrêt mes valises, et si je descends prendre un repas au restaurant, je mange à toute allure, angoissé à l'idée que le bateau puisse accoster avant que je n'ai regagné le pont. Peut-être ces réflexes sont-ils tout bonnement hérités de la guerre, de ces brèves permissions où il semblait si important de s'assurer une place près de la passerelle pour être parmi les premiers à sauter sur le quai, sous peine de gaspiller quelques précieuses minutes d'une permission de 3 ou 5 jours. En cette matinée de juillet, tandis que, appuyé au bastingage, je regardais monter de l'horizon les blanches falaises de Douvres, je m'étonnais de voir les passagers imperturbables rester dans leur transat sans même accorder un coup d'œil à leur terre natale. Bon, peut-être leur cas était-il différent du mien. Un grand nombre d'entre eux étaient sans doute simplement allés à Paris pour le week-end. Moi, je venais de passer 1 an et demi dans un ranch en Argentine. Ma femme et moi avions bien réussi là-bas et apprécié la vie libre et facile du continent sud-américain. Mais je n'en eus pas moins une boule dans la gorge en contemplant la côte familière qui lentement se rapprochait. Débarqué l'avant-veille en France, où j'avais réglé quelques affaires importantes, j'étais à présent en route pour Londres. Je comptais y rester plusieurs mois, le temps de reprendre contact avec de vieux amis, plus particulièrement avec l'un d'entre eux, un petit bonhomme au crâne ovoïde et aux yeux verts, Hercule Poirot. Je me proposais de le surprendre chez lui. Dans ma dernière lettre d'Argentine, je ne lui avais pas parlé de ce voyage qui s'était décidé dans la précipitation à la suite de certaines complications professionnelles. Et je passais de savoureux moments à imaginer sa joie et sa stupéfaction quand il me verrait arriver. J'étais quasiment certain de le trouver à son domicile. L'époque était révolue où ses enquêtes le menaient aux 4 coins de l'Angleterre. Maintenant qu'il était célèbre, il n'acceptait plus de se laisser accaparer par une affaire. Il se considérait désormais comme un détective consultant, un spécialiste, au même titre qu'un médecin de Harley Street. Il avait toujours trouvé ridicule l'image en vogue du limier qui s'affuble de déguisements invraisemblables pour dépister les criminels et qui examine chaque empreinte de pas pour la mesurer. « Non, Hastings, mon ami, disait-il, nous laissons cela à Giraud et à ses pairs. Hercule Poirot, lui, a sa technique personnelle. Ordre, méthode et les petites cellules grises. Confortablement carrés dans nos fauteuils, nous voyons les détails qui échappent à ces fameux policiers. Et nous ne tirons pas de conclusions hâtives comme ce brave inspecteur Japp. Non, je ne risquais guère de me casser le nez à la porte d'Hercule Poirot. Sitôt arrivé à Londres,
Je déposai mes bagages à l'hôtel et filai tout droit à l'adresse bien connue. Que de souvenirs s'éveillèrent en moi. Prenant à peine le temps de saluer mon ancienne logeuse, je grimpai l'escalier 4 à 4 et frappai à la porte de Poirot. « Oui » cria de l'intérieur une voix familière. J'entrai d'un pas décidé. Poirot était là, debout face à moi. Il tenait dans les bras une petite valise qu'il laissait choir à ma vue. « Hastings, mon ami !» s'exclama-t-il. « Hastings, mon cher ami !» Il s'élança vers moi et m'étreignit avec fougue. La conversation qui s'ensuivit fut incohérente, illogique. Un véritable embrouillamini d'exclamations, de questions pressantes, de réponses interrompues, de messages à transmettre de la part de ma femme, d'explications relatives à mon voyage. Mon ancien appartement était-il occupé lui demandai-je quand nous fûmes un peu calmés. Poirot changea d'expression. « Mon Dieu, quel malheur! Regardez autour de vous, cher ami. » C'est alors seulement que je remarquai le désordre de la pièce. Contre le mur, une énorme malle d'un modèle préhistorique. À côté, plusieurs valises soigneusement rangées par ordre de taille, de la plus grande à la plus petite. La conclusion s'imposait. « Vous partez ?»« Oui. »« Et où allez-vous ?»« En Amérique du Sud. »« Quoi ?» ?»« Oui, c'est burlesque, n'est-ce pas ? C'est à Rio que je vais, et tous les jours je me disais « Pas un mot à ce bon Hastings dans mes lettres. Ah, la surprise qu'il aura en me voyant arriver. » « Mais quand partez-vous » Poirot consulta sa montre. « Dans 1 heure d'ici. » Je vous croyais résolument allergique aux longs voyages en bateau. Poirot ferma les yeux et réprima un frisson. « Ne m'en parlez pas, mon ami. Mon médecin m'assure que ce n'est pas mortel. Alors... Et puis, c'est seulement pour une fois. Soyez sûr que jamais, au grand jamais, je ne recommencerai. » Il me poussa dans un fauteuil. « Tenez, » reprit-il, « je vais vous expliquer comment cela s'est produit. Savez-vous qui est l'homme le plus riche du monde? Plus riche que Rockefeller. A.B. Ryland. Le roi du savon américain? Exactement. Un de ses secrétaires m'a appelé. Il y a un énorme sac d'embrouille, comme vous diriez, dans une grosse société de Rio. Il souhaitait que j'enquête sur place. J'ai refusé. Je lui ai dit qu'il me suffisait d'un exposé des faits pour lui donner mon avis d'expert. Mais, à l'en croire, c'était impossible. Je ne devais être au courant des faits qu'à mon arrivée là-bas. Dicter sa conduite à Hercule Poirot. Quelle impudence! Mais il proposait une somme si prodigieuse que, pour la première fois de ma vie, je me suis laissé tenter par l'appât du gain. C'était l'opulence, la fortune. Et il y avait une seconde raison. Vous, mon ami, car depuis 1 an et demi, je suis un vieil homme bien solitaire. Je me suis dit, pourquoi pas? Tu commences à être fatigué de résoudre sans arrêt des problèmes stupides. Tu as atteint une notoriété suffisante. Prends cet argent et va s'installer quelque part près de ton vieil ami. Je fus profondément touché de cette marque d'estime. J'ai donc accepté, poursuivit-il, et je dois sauter d'ici 1 heure dans le train qui me conduit au bateau. Voilà bien une de ces petites ironies de la vie, n'est-ce pas? Mais je vous avoue, Hastings, que si la somme offerte n'avait pas été aussi rondelette, j'aurais sans doute hésité, car j'ai entrepris dernièrement une petite enquête pour mon propre compte. Dites-moi, qu'entend-on par l'expression « les 4 grands » ou, plus communément, « les 4 » Je suppose que son origine remonte à la conférence de Versailles. Il y a aussi les célèbres 4 grands du monde cinématographique, mais cette appellation s'applique également à quantité de personnages de moindre importance. Je comprends, dit Poirot d'un air songeur. Voyez-vous, je suis tombé sur cette expression dans des circonstances très précises qui ne cadrent pas avec ces diverses explications. Apparemment, elle concernerait plutôt un gang international de criminels ou je ne sais quoi de cet acabit. Mais, comme il hésitait, je m'enquis. Mais quoi? Mais je pressens que l'affaire est d'une envergure hors du commun. C'est une petite idée à moi, rien de plus, et... Oh, bon sang!
Je dois boucler mes bagages. L'heure tourne. Restez, le suppliai-je. Annulez votre voyage et vous partirez par le même bateau que moi. Poirot se redressa fièrement et me regarda d'un air de reproche. « Ah, mais ne comprenez-vous pas? J'ai donné ma parole. La parole d'Hercule Poirot. Rien ne peut plus me retenir, sauf question de vie ou de mort. » « Il est peu probable que cela se produise, murmurai-je tristement. À moins que, à la 11e heure, la porte ne s'ouvre sur l'hôte inattendu. » J'avais cité le vieux dicton avec un petit rire. Soudain, dans le silence qui suivit, un bruit provenant de la pièce voisine nous fit tressaillir. « Qui est là » m'écriai-je. « Ma foi, rétorqua Poirot, on dirait que votre hôte inattendu est dans ma chambre. » Comment serait-il entré? La seule porte communique avec cette pièce. Votre mémoire est excellente, Hastings. Passons aux déductions. La fenêtre? Mais alors, ce serait un cambrioleur? Il a dû avoir un mal de chien à grimper. Selon moi, c'est quasiment impossible. Je me dirigeais à grands pas vers la porte, mais je m'arrêtai net en entendant quelqu'un tourner la poignée de l'autre côté. Le panneau pivota lentement, et un homme apparut dans l'encadrement. Couvert de poussière et crotté de la tête aux pieds, il avait un visage fin et émacié. Il nous dévisagea un moment, le regard fixe, puis vacilla et s'effondra. Poirot s'accroupit auprès de lui. « Cognac, vite !» En toute hâte, je versai de l'alcool dans un verre et le lui apportai. Poirot parvint à lui faire avaler 1 ou 2 gorgées, après quoi nous le transportâmes sur le divan. Au bout de quelques minutes, l'homme ouvrit les yeux et promena autour de lui un regard presque vide. « Qu'est-ce que vous voulez, monsieur ?» demanda Poirot. L'homme remua les lèvres et articula d'une voix bizarre, mécanique. « Monsieur Hercule Poirot, 14 Faraway Street. »« Oui, oui, c'est moi. » Comme s'il n'avait pas compris, l'inconnu répéta, exactement sur le même ton, « Monsieur Hercule Poirot, 14 Faraway Street. » À tout hasard, Poirot lui posa plusieurs questions. Tantôt l'homme ne disait rien, tantôt il répétait la même phrase. D'un geste, Poirot m'indiqua le téléphone. « Appelez le docteur Ridgway. » Par chance, le médecin était chez lui. Et comme il habitait au coin de la rue, il ne lui fallut que quelques minutes pour arriver en trombe. « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Poirot lui résuma la situation et le médecin entreprit d'examiner notre étrange visiteur qui ne sembla pas remarquer davantage sa présence que la nôtre. « fit le docteur Ridgway lorsqu'il en eut terminé. « Curieux cas. »« Fièvre cérébrale, suggérai-je. » Le médecin émit un grognement dédaigneux. « Fièvre cérébrale, fièvre cérébrale. Ça n'existe pas, la fièvre cérébrale, pure invention de romancier. Non, cet homme a subi un choc. Il est venu ici avec une idée fixe. Trouver M. Hercule Poirot, 14 Faraway Street. » Et il répète ces mots machinalement, sans savoir le moins du monde ce qu'ils signifient. Aphasie, hasardai-je, nullement découragé. Cette suggestion provoqua un nouveau grognement, un peu moins bruyant cependant que le premier. Au lieu de me répondre, le médecin tendit à l'homme une feuille de papier et un crayon. « Voyons ce qu'il va en faire, » dit-il. Sur le moment, l'inconnu ne réagit pas. Puis brusquement, il se mit à écrire avec frénésie. Tout aussi soudainement, il s'interrompit et laissa tomber par terre crayon et papier. Le docteur Ridgway les ramassa et secoua la tête. Rien de concluant. Seulement le chiffre 4, griffonné une douzaine de fois en caractères de plus en plus gros. Sans doute a-t-il voulu écrire 14 Faraway Street. C'est un cas intéressant, très intéressant. Pourriez-vous le garder ici jusqu'à cet après-midi? Je dois partir pour l'hôpital, mais je reviendrai m'occuper de lui tout à l'heure. C'est un cas trop intéressant à suivre pour risquer de le perdre de vue. J'expliquai au médecin que Poirot partait en voyage et que je comptais accompagner mon ami à Southampton. « Ça ne fait rien, dit-il. Vous n'avez qu'à le laisser ici. Il ne risque pas de faire de bêtises dans l'état d'épuisement complet où il se trouve. Il dormira sans doute 8 heures d'affilée. Je vais demander à votre excellente logeuse, Madame B. de Clown, de le surveiller un peu. » Sur quoi le docteur Ridgway s'éclipsa avec sa célérité coutumière. Poirot, quant à lui, termina ses bagages en épiant la pendule du coin. Oh, le temps passe avec une rapidité incroyable. Eh bien, Hastings, cette fois-ci,
Vous ne pouvez pas vous plaindre que je vous laisse sans occupation. Voilà un problème sensationnel. L'homme surgit du néant. Qui est-ce? Ah, sapristi, je donnerais bien 2 années de ma vie pour que ce paquebot parte demain au lieu d'aujourd'hui. Quelle curieuse affaire. Diablement intéressant. Mais il nous faudra du temps. Du temps. Sans doute devrons-nous patienter des jours, peut-être même des mois, avant qu'il puisse nous raconter son histoire. Je ferai de mon mieux, Poirot, lui assurai-je. Je tâcherai d'être un remplaçant efficace. Oui, oui. La réponse n'était pas dépourvue d'un certain scepticisme. Je ramassai la feuille de papier et tapotai de l'index les chiffres crayonnés. Si j'écrivais un livre, dis-je d'un ton léger, j'introduirais cet élément dans le récit de votre dernière aventure, et je l'intitulerais « Le mystère des 4 ». À cet instant, je tressaillis. Notre invalide, brusquement arraché à son hébétude, s'était dressé sur son siège. À haute et intelligible voix, il articula « Li Chang-yen » On eût dit un homme réveillé en sursaut. Poirot me fit signe de ne pas ouvrir la bouche. L'inconnu continua d'une voix claire, haut perché. À l'écouter parler, j'eus le sentiment qu'il récitait un extrait d'un rapport ou d'une conférence. Li Chang-yen peut être considéré comme le cerveau des 4 grands. Il en est la force motrice, le maître. C'est pourquoi je l'appelle le numéro 1. Le numéro 2 est rarement désigné par son nom. Il est représenté par un S barré d'un double trait vertical, le symbole du dollar, ou encore par 2 bandes horizontales et une étoile. On peut donc en conclure que c'est un citoyen américain et qu'il incarne la puissance financière. Le numéro 3 est sans aucun doute une femme de nationalité française. Peut-être est-elle l'une de ces courtisanes du demi-monde, mais on ne sait rien de précis sur elle. Le numéro 4. Comme sa voix faiblissait, Poirot se pencha en avant pour l'encourager. Oui, le numéro 4. Il ne quittait pas des yeux le visage de l'homme. Une terreur indicible parut envahir la pièce. Les traits de l'inconnu étaient déformés, convulsés. Le destructeur, octa-t-il. Puis, dans un ultime soubresaut, il retomba en arrière, évanoui. « Mon Dieu !» murmura Poirot. « J'avais donc raison. J'avais raison. » « Vous pensez que... » Il m'interrompit. « Portez-le sur le lit de ma chambre. Je n'ai pas à perdre une minute si je veux attraper mon train. Je n'ai pourtant pas envie de le prendre. Ah non. Oh, si je pouvais le rater, la conscience tranquille. Mais j'ai donné ma parole. Venez, Hastings. » Laissant notre mystérieux visiteur entre les mains de Madame Pearson, nous partîmes en voiture et attrapâmes le train d'extrême justesse. Durant le trajet, Poirot se montra alternativement silencieux et bavard. Assis dans son coin, il regardait par la vitre comme un homme perdu dans un rêve et n'entendait apparemment pas un mot de ce que je lui disais. Puis, s'animant soudain, il m'abreuvait d'injonctions et de recommandations et insistait sur la nécessité de maintenir un contact télégraphique. Passé Woking, nous restâmes un long moment sans échanger un mot. Normalement, le train était direct jusqu'à Southampton, mais en l'occurrence, le hasard voulut qu'il fût arrêté par un signal. « Ah ! Sacré mille tonnerres !» s'écria soudain Poirot. « Quel imbécile je suis! J'y vois clair, enfin! Ce sont les saints du paradis qui ont stoppé ce train. Sautez, Hastings, sautez, vous dis-je !» En une seconde, il avait ouvert la portière du compartiment et sauté sur la voie. « Jetez les valises et sautez, vous aussi !» Je m'exécutai. Juste à temps, le train repartit à l'instant même où j'atterrissais à côté de mon compagnon. « Et maintenant, Poirot, dis-je avec une pointe d'exaspération, allez-vous m'expliquer ce qui se passe ? Il se passe, mon ami, que j'ai vu la lumière. Voilà qui m'éclaire grandement. Cela devrait, dit Poirot, mais je crains, oui, je crains fort, que ce ne soit pas le cas. Si vous pouvez porter 2 de ces valises, je me charge du reste. C'est la fin du chapitre 1. Merci beaucoup.